Vous voulez en savoir plus sur cet instrument? Alors c'est parti! Ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux ont très certainement remarqué que depuis environ fin octobre 2019, je parlais énormément de cet instrument prénommé Nickel-Harpa. C'est un instrument traditionnel scandinave qui puise ses sources dès le Moyen-Âge et qui vit un regain d'intérêt aux alentours des années 70. Comme toujours en organologie, il est difficile de définir avec certitude son origine exacte, bien qu'il semble que l'on ait retrouvé des traces de ces différentes évolutions en Suède, Norvège, Danemark et Allemagne. Cependant, depuis de nombreuses années, il reste un instrument typique de la culture traditionnelle suédoise et on suppose, sans affirmer, que son berceau historique serait dans la province d'Uppland en Suède. Il était même en effigie sur les billets de 50 couronnes suédoises jusqu'en 2017. Nickel-Harpa signifie en suédois violon à clavier, avec nickel pour clé-clavier et harpa pour violon-vielle. D'ailleurs, en suédois, le mot Nickel-Harpa est neutre, il ne possède donc pas de genre défini. En français, vous pouvez donc dire un Nickel-Harpa ou une Nickel-Harpa selon votre sensibilité. On peut le retrouver sous d'autres appellations chez nos voisins, avec par exemple la viola de teclas en Espagne, le Schlüssel Fiddle en Allemagne ou encore le Keyed Fiddle dans les pays anglo-saxons. Au premier regard, on a envie de le rapprocher de sa cousine, la vielle à roue. De ce fait, il n'est pas rare de penser innocemment que cette forme de Nickel-Harpa convient parfaitement pour toutes les formations musicales un peu folkloriques médiévales. Cependant, prétendre le côté historique de l'utilisation de ce Nickel-Harpa chromatique au sein de groupes musicaux à tendance médiévale est en soi complètement faux. Même si, à titre personnel, cela ne me dérange pas du tout. Moi-même, je ne me prive pas de jouer du médiéval dessus si ça me chante. Cette forme d'instrument n'est qu'une résultante récente d'une longue évolution passant par différents modèles s'étant améliorés au fil des siècles. La Nickel-Harpa est un instrument à cordes frottées de la famille des vielles, possédant un système à clavier comme la vielle à roue. Jusqu'à la Renaissance, les premières vielles à touche étaient monoxyles, c'est-à-dire fabriquées dans une seule et même pièce de bois, souvent résineux, peuplier, aulne ou tremble, auquel on rajoute une table d'harmonie en épicéa. Par la suite, au XXe siècle, l'instrument a continué d'évoluer et on commença à s'inspirer de la technique de fabrication utilisée par les quatuors à cordes, avec des éclisses cintrées ou chantournées, une table d'harmonie moulée ou sculptée et un fond en bois dur. De nos jours, et selon les luthiers, les deux modèles sont proposés. Le premier est un instrument parfois plus lourd et plus simple à fabriquer, ce qui peut le rendre plus accessible financièrement parlant. Le deuxième modèle, quant à lui, est plus léger et travaillé. Il peut être, par moments, un peu plus onéreux.
Malgré tout, il ne faut pas considérer ce premier modèle comme étant un bas de gamme ou un sous-instrument, car il possède des qualités indéniables qui lui sont propres. Concrètement, ces deux modèles sont deux instruments à part entière, avec une lutherie demandant chacune un savoir-faire bien spécifique. Ils répondent simplement aux différentes exigences et attentes des musiciens. En généralité, l'instrument possède un manche large pour supporter un clavier pouvant aller de 14 à 50 touches clés environ. Chaque clé possède soit un ou deux sauteraux faisant office de doigts en bois et servant à sélectionner les notes sur les cordes mélodiques. Dans les instruments du quatuor à cordes, c'est le doigt du musicien qui va régler la hauteur de la note, ce qui va rajouter de la difficulté dans le travail de la justesse. Pour le nickel-harpa, mis à part un réglage des sauteraux, il n'y a pas de souci de justesse car il suffit d'appuyer sur la touche du clavier. Même si cela retire quelques techniques de jeu du violon, comme les glissando, le clavier permet d'exploiter plus aisément les doubles et triples cordes, offrant ainsi un jeu plus harmonique. De plus, le principe de sauteraux rapproche le nickel des instruments à cordes joués avec les ongles. Ce dernier ne va pas écraser la corde comme le fait le doigt du violoniste, mais va plutôt couper celle-ci en deux, permettant ainsi à l'instrument de résonner entre le sauterau et le chevalet, mais également entre le sauterau et le sillet de la tête. De par ce principe, le nickel-harpa est un instrument exploitant ses capacités de résonance jusqu'au bout. Et là, nous commençons à sortir de la généralité concernant sa lutherie, car vous allez voir que, selon les modèles, on peut avoir des propositions très différentes, tout comme nous avons commencé à le voir sur le clavier avec son nombre de touches et de sauteraux. On retrouve, selon les époques, des variantes d'instruments comportant des claviers allant de 1 à 4 rangées de touches. De ce fait, et selon les modèles, nous avons des nickel-harpa possédant une ou plusieurs cordes mélodiques, une ou plusieurs cordes bourdon sans sauteraux, bien qu'il existe aussi des instruments sans bourdon. Le bourdon, ou drone en anglais, sert d'accompagnement sous forme d'accords continus pour enrichir la mélodie. Et à partir du XVIIe-XVIIIe siècle, des cordes sympathiques. Là où la vieille à roue utilisera un système de roues pour fouetter les cordes afin de créer un son continu, le nickel-harpa, lui, va utiliser un archet relativement court et plus courbé qu'un archet de violon, permettant ainsi une rythmique différente. Cependant, la longueur de son archet pourra varier selon les différentes techniques de jeu employées. Il n'existe pas réellement de tenue officielle, cela va surtout dépendre de votre morphologie et de votre aisance. Cela peut prendre plusieurs mois pour trouver sa bonne position. Moi-même, je cherche encore. Cependant, il existe plusieurs propositions, comme la tenue traditionnelle assise sans sangle, l'instrument posé sur le genou ou sur un coussin pour le surélever, la tenue traditionnelle debout, l'instrument légèrement incliné vers soi, maintenu grâce à la sangle passant sur le cordier et derrière le cou, avec le bras par-dessus. La tenue dite à la française, bien que ce soit le nickel-harpiste belge Didier François qui l'ait proposé, avec l'instrument incliné à l'avant, la sangle passant sous l'aisselle et le bras droit passant par en dessous, donnant ainsi un mouvement plus ample à l'archet. Ou à votre sauce, selon votre aisance, tenue comme une guitare, un violoncelle ou un violon. Sur un nickel-harpa moderne chromatique, chaque rangée correspond à une corde mélodique. À savoir que l'instrument traditionnel suédois possède une corde de do sans sauteraux qui sert de bourdon. Nous avons après des cordes mélodiques avec le sol utilisé par la rangée du fond, puis le do et le la. Mais il existe un accord plus moderne se rapprochant de l'alto avec le do en bourdon, sol, ré à la place du do et la. Mais car je n'aime pas faire les choses comme tout le monde, mon instrument est légèrement différent. En effet, il possède une 5e corde de mi, le transformant ainsi en quinton, avec le do de l'alto en bourdon et le sol, ré, la, mi du violon en mélodique. En fait, mon instrument n'est pas le meilleur exemple pour cette vidéo, car techniquement, il n'existe pas, c'est une variante très peu répandue. À la base, je ne pensais pas avoir commandé un quinton, et je m'en suis un petit peu rendu compte au dernier moment.
Perso, tant qu'à faire, j'aurais carrément aimé avoir une 5e rangée pour jouer la corde de Do. Cependant, j'en suis quand même très contente. Même si je sais que je dois actuellement me faire fusiller du regard par les puristes, car c'est un peu une hérésie. En France, le modèle le plus utilisé possède les mêmes cordes que la version traditionnelle, avec l'accord moderne, soit 4 cordes, Do, Sol, Ré, La. Mais la corde de Do bourdon se transforme en corde mélodique, devenant ainsi un instrument à 4 rangées, sans bourdon. Le nickel-harpa moderne possède également 12 cordes sympathiques. Les cordes sympathiques sont des cordes que l'on ne joue pas, mais qui rentrent en vibration par résonance ou sympathie, donnant ainsi à l'instrument une résonance et une réverbération naturelle. En gros, on a un peu l'impression de sonner comme une cathédrale. Concernant le clavier, chaque clé correspond à un demi-ton et on peut éventuellement reconnaître les tons et les demi-tons grâce à un système de couleurs, un peu comme le piano. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces premières explications, car là vous commencez à peine à entrevoir la difficulté de classer cet instrument et ses multiples variantes. Je ne m'attarderai pas plus sur la technique, car cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à en jouer, mais plutôt de connaître son histoire et sa lutherie. Cependant, pour tous les futurs nickel-harpistes en herbe qui souhaitent apprendre l'instrument, je vous conseille fortement le livre de chevet de Éléonore Billy, Jean-Claude Condy, Jennifer Desmarais et Pascal Josse, qui est, à l'heure actuelle, la seule méthode d'apprentissage pour cet instrument en français. Vous pouvez également aller voir différentes chaînes anglophones qui proposent des apprentissages et conseils sur le nickel. Toutes les informations sont dans la description. Maintenant, allons découvrir son histoire. La première trace connue du nickel-harpa remonte au XIVe siècle avec des bas-reliefs datés de 1350, situés sur l'une des portes de l'église de Kalunj, sur l'île de Gotland en Suède. On retrouve également beaucoup d'iconographie ecclésiastique datée du XVe siècle, le représentant avec une forte concentration de ses découvertes dans l'Uppland en Suède, définissant ainsi cette province comme étant le berceau de l'instrument. La plus ancienne nickel-harpa médiévale retrouvée est datée de 1526. Elle a été découverte à Mora, à Dalekarli, en Suède, et elle est actuellement conservée au musée Zorn de cette même ville. Ce modèle, nommé Mora-harpa, en référence à la ville dans laquelle elle a été retrouvée, possède une corde mélodique et de cordes bourdon. Sa caisse est en forme de 8, semblable au vielle à archer de l'époque, et son clavier diatonique comporte 9 touches. En plus de cette ancienne Mora-harpa, 2 autres nickel-harpa médiévales ont été retrouvées, à Vefsn en Norvège avec la Vefsn-harpa conservée au Music Museum à Stockholm et à Essen en Finlande avec la Essen-harpa. Nous pouvons d'ailleurs constater que ces 2 derniers instruments se rapprochent davantage de la forme du nickel-harpa moderne. Elles ont un clavier comportant 11 à 12 touches, certaines montées de 2 sotoro permettant de développer la technique de jeu. Elle possède également 1 à 2 cordes mélodiques ainsi que 2 bourdons, mais tout comme la Mora-harpa, elles n'ont aucune corde sympathique. Au-delà de ce bas-relief datant de 1350, il reste compliqué de définir le moment et le lieu exact de la création du nickel-harpa médiéval. Cela est dû au manque de documentation ainsi qu'aux différentes iconographies pouvant être contestées. Même notre Mora-harpa de 1526 est mise en doute, car on soupçonne que sa création est plus récente que prévu. En effet, des hypothèses laissent penser qu'elle a été construite avec un bois déjà âgé de 100 ans lors de sa fabrication. Malgré tout, notre vielle à clavier est très certainement le mélange de divers instruments de musique plus anciens, comme le rebec ou la vielle à archer, de par la forme de son corps et l'utilisation de son archet. Tout cela mélangé à l'organistrum, puis la vielle à roue pour l'utilisation du clavier. D'ailleurs, l'organistrum sert souvent de point de référence en définissant la vielle à roue comme étant sa descendante directe et la nickel-harpa sa descendante indirecte.
Et si vous voulez en apprendre plus sur cette fameuse vielle à roue ainsi que son ancêtre l'organistrum, vous pouvez aller regarder mon ancienne vidéo traitant de l'instrument. Vers fin Renaissance, début baroque, une véritable innovation dans les instruments de musique commença à apparaître, les cordes sympathiques. Qui, je le rappelle, sont très sympas car elles résonnent avec l'instrument. On ignore un peu où cette innovation a eu lieu, bien que citée en 1618-1619 pour la viole dans le Syntagma Musicum volume 2 de l'Organographia de Michael Praetorius. On suppose que le principe des cordes sympathiques a été introduit en Europe avec les commerces venant d'Inde, relation commerciale élargie en 1600 suite à l'accord des droits commerciaux de l'East Indian Company par la reine Élisabeth Ier, où ce type d'instrument était déjà implanté. Comme on peut le voir avec ma jolie sarinda indienne. Beaucoup d'instruments de l'époque se virent rajouter des cordes sympathiques, bien que, de nos jours, peu de ces instruments ont survécu par chez nous. Cependant, ils restent relativement répandus dans le reste du monde. Actuellement, dans les plus connus, nous pouvons citer le hardingfele ou le violon hardanger, qui est la variante norvégienne du violon, la cithare indienne, la lyra crétoise, la vielle à roue ou encore la viole d'amour. Et c'est peut-être sous l'influence de cette viole d'amour, très populaire à Uppsala et Stockholm, vers fin 1600, début 1700, que notre nickel-harpa médiéval eut également cette évolution, la transformant ainsi en enkelharpa, qui signifie harpe simple ou vielle simple. L'enkelharpa est ainsi le premier instrument de cette famille à posséder des cordes sympathiques. Le modèle le plus ancien retrouvé avec ce système daterait de 1777. Cependant, on suppose que des instruments antérieurs à cette date ont existé, mais qu'ils ont sans doute disparu. Alors le souci, c'est que le modèle de base de l'enkelharpa n'a pas été préservé dans son état initial. C'est pour cette raison que j'ai très peu d'exemples à vous présenter. De plus, nous avons eu très rapidement des expérimentations supplémentaires avec, par exemple, l'ajout d'un deuxième sautereau sur certaines touches, permettant ainsi de jouer des doubles cordes plus diversifiées que le simple bourdon de basse proposé. De ce fait, nous sortons déjà de notre enkelharpa pour se diriger vers un autre nouveau modèle issu de ces diverses expérimentations, la mixture harpa. Et là où ça se complique encore, c'est que nous ne sommes même pas sûrs que ces mixtures harpa aient été réellement utilisées. Ce seraient de simples expérimentations du moment créées par les musiciens de l'époque. Est-ce que vous sentez de plus en plus la difficulté pour répertorier cet instrument et ses différentes évolutions ? Quoi qu'il en soit, l'enkelharpa et le mixture harpa sont des versions très peu utilisées de nos jours. Les musiciens contemporains préfèrent utiliser soit des nickel-harpa plus anciennes, comme la médiévale mora harpa, soit des plus récentes, comme notre moderne chromatique. Une évolution en apportant une autre, nous voici vers la fin du XVIIIe siècle avec la contrebasse harpa. On pourrait penser à tort que ce nom représente une nickel-harpa avec un son très grave, car le mot contrebasse harpa se rapproche du mot contrebasse. Or, ce n'est pas le cas. Ce nom est tout simplement issu du vocabulaire des musiciens eux-mêmes, sans rapport avec la contrebasse. Le terme contrebasse harpa provient du fait que l'instrument possède une deuxième corde mélodique, à l'opposé ou contra du clavier. Sur notre mixture harpa, nous commencions à parler d'instruments possédant deux sautereaux pour une seule et même touche.
Et c'est ce qui va être la particularité de la contrebasse arpa. En effet, il possède 2 cordes mélodiques situées sur les extrémités du clavier et une à 2 cordes bourdon au centre, le tout accompagné de 12 cordes sympathiques. Le clavier ne comporte qu'une seule rangée de clés. Les clés sont munies de 2 sauteraux permettant d'actionner simultanément les 2 cordes mélodiques opposées. Il y a donc sur une seule clé un sauterau pour la corde mélodique aiguë et un autre pour la corde grave. L'instrument apparaît en 1899 dans l'ouvrage de Loeffler, On Nickelarpa's Postpelet Postconsen, à propos du nickelarpa joué en Scanie, où il cite une sorte d'enkelarpa présumée disparue au moment de l'écriture avec 3 cordes dont 2 mélodiques, ainsi que l'utilisation de 2 sauteraux sur une touche pour pouvoir atteindre la corde mélodique la plus grave. En premier temps, cet instrument est décrit comme ne possédant qu'une seule corde bourdon. L'utilisation de ce deuxième sauterau pour une seule et même rangée permet de complexifier la mélodie en utilisant différentes tonalités mineures ou majeures tout en modifiant que très peu l'accord. Au fil des années, on rajouta une deuxième corde bourdon accordée en Ré et Sol, puis plus tard accordée en Do et Sol afin de se rapprocher de la tonalité Do majeur plus adaptée au répertoire de l'époque. On pourrait penser que le rajout de cette deuxième corde bourdon sur la contrebasse arpa apporte la possibilité de complexifier la technique de jeu, mais à vrai dire, il limite l'usage de certaines tonalités et l'utilisation des chromatiques. Cet instrument a rencontré un véritable succès, notamment grâce à Bis Kallö, qui était un célèbre joueur de contrebasse arpa. Il a également composé des mélodies pour cet instrument, plus particulièrement des polska, qui sont encore jouées de nos jours. Contrairement à son ancêtre l'enkelarpa ou le mixturarpa, le contrebasse arpa est actuellement encore très utilisé. D'ailleurs, Olof Johansson, du célèbre groupe suédois nommé Väsen, pratique de la contrebasse arpa. Jusque-là, nous n'avions que des instruments possédant qu'une seule rangée de clés. Dans ces instruments à cordes sympathiques, nous avons donc eu en premier l'enkelarpa avec sa rangée de clés composée d'un seul sauterau, évoluant très rapidement en mixturarpa, proposant l'idée de rajouter un deuxième sauterau sur certaines clés, suivi par la contrebasse arpa, proposant ce système sur 2 cordes mélodiques se contrant ou contra face à face. Et enfin, nous aboutissons à une nouvelle innovation marquante pour l'instrument, l'ajout d'une deuxième rangée de clés avec le silver bass arpa. C'est vers 1836 qu'apparaît le silver bass arpa. Cet instrument propose une deuxième rangée de clés installée juste en dessous de la première. Celle-ci permet maintenant d'utiliser une deuxième corde mélodique de manière complètement indépendante, contrairement à notre contrebasse arpa, et certains doubles sauteraux sont ainsi supprimés. Nous commençons enfin à quitter le principe du bourdon continu qui devenait une mode musicale vieillissante. Ce nouveau système propose des doubles cordes plus diversifiées avec différents intervalles ou une possibilité mélodique plus étendue. Un nouveau style de jeu nommé Deep Bass s'est également développé. Il permet de donner au bourdon, qui était jusque-là très harmonique, un rôle plus rythmique. Selon une rumeur assez répandue, la silver bass arpa serait née de l'adaptation d'une contrebasse arpa par un facteur d'orgue nommé Père Olof Gulbergsson pour le sergent Johan Söderstedt. Monsieur Gulbergsson proposa le rajout d'une deuxième corde mélodique, contrôlée par un deuxième clavier juste à côté de la première corde mélodique déjà en place. Cependant, cette rumeur semble fausse car on soupçonne que le silver bass arpa et la contrebasse arpa descendent parallèlement du mixturarpa. Oh oui mon minou. Le nom de silver bass arpa a été inventé par les musiciens de l'époque, comme la contrebasse arpa. Il a également été mentionné en 1899 dans l'ouvrage de Loeffler, le présentant comme étant un nouveau modèle. Selon l'hypothèse la plus connue,
Le mot silver proviendrait de l'utilisation d'une corde en boyau filé avec un fil d'argent pour son bourdon grave. Jusqu'au XVIIe siècle, les cordes des instruments de musique étaient réalisées uniquement en boyau ou métal. C'est vers la fin du XVIIe siècle que l'on commença à utiliser le principe de corde en boyau, enroulée d'un fil de cuivre ou d'argent, donc filé, pour obtenir un son beaucoup plus puissant. Cependant, selon les travaux de Gunnar Hallbeck et Gunnar Fredelius, l'utilisation du terme silver bassarpa pour désigner cet instrument utilisant une corde filée serait erronée. En effet, à l'époque, on pouvait également nommer silver bassarpa une contrabassarpa ou une mixture harpa possédant des cordes filées, voire même les premiers modèles de nickel harpa à 3 rangées. De ce fait, il est mieux de définir ce modèle d'instrument comme étant un nouveau nickel harpa à 2 rangées pour 2 cordes mélodiques et 2 bourdons, sans pour autant se référer à l'utilisation ou non de cordes filées. À l'origine, la première rangée comportait environ 21 clés et la deuxième environ 8 clés. Les cordes mélodiques étaient accordées en La et Do et les bourdons en Sol et Do. Bien que proposant une évolution non négligeable, le silver bassarpa était limité dans les tonalités Do, Sol et Fa majeur, ou plus rarement La majeur. Cependant, il était tout à fait possible de contourner cette contrainte en réaccordant l'instrument, permettant de jouer dans de nouvelles tonalités. Contrairement au contrabassarpa, adapté à un répertoire ancien, le silver bassarpa permet d'aborder un répertoire plus moderne, le rendant ainsi très vite populaire. Et d'ailleurs, c'est le silver bassarpa qui est en effigie sur les anciens billets de 50 couronnes suédoises. Malgré cette soudaine popularité, il vit un déclin très rapide suite à l'arrivée des accordéons. L'utilisation dans les bals populaires de ces nouveaux instruments fabriqués en série et au volume sonore important séduit les danseurs. L'envie de modernité que représente l'accordéon sur le moment face à ces instruments de tradition vieillissante engage le déclin de ces derniers. La contrabassarpa et le silver bassarpa sont 2 instruments pratiqués à peu près à la même époque. D'un côté, le silver bassarpa proposait un style plus moderne et un jeu mélodique plus étendu, mais, comme précisé précédemment, avec des tonalités limitées. Et de l'autre, la contrabassarpa était moins fermée niveau tonalité, mais avec un répertoire plus ancien et une limitation au niveau de la mélodie. C'est pour cela que, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, on fit un compromis des 2 instruments en proposant la contrabassarpa med dubbelek. La contrabassarpa med dubbelek, appelée également Österbyharpa, est un peu un croisement de ces 2 derniers. C'est une contrabassarpa que l'on a modifiée pour rajouter une 2e rangée de quelques clés à la manière du silver bassarpa. Cette amélioration permet d'agir sur une nouvelle et 2e corde accordée en Do tout en pouvant utiliser le bourdon central. Cependant, contrairement au silver bassarpa, la première rangée possède 2 sauteraux par clé. Ainsi, il est possible de continuer d'agir sur la première corde mélodique et, en simultané, sur la corde grave accordée en Ré et située à l'opposé. Cet instrument plus complexe permet d'aborder un répertoire beaucoup plus varié. On peut supposer qu'il a été imaginé pour permettre aux musiciens aimant et jouant de la contrabassarpa de suivre le dernier mode musical. Ce nouvel instrument leur offre la possibilité de jouer un nouveau répertoire sans forcément devoir apprendre une nouvelle technique de jeu. C'est en 1926 que le luthier nickel-harpiste Auguste Bolin développa un nouvel instrument avec une 3e rangée de touches pour une 3e corde mélodique en sol. Ce projet fut développé après que ce dernier ait regretté de ne pas pouvoir jouer avec des violonistes rencontrés à Skansen à Stockholm pendant l'été 1925. Par la suite, Erik Sahlström reprit l'idée du clavier à 3 rangées de Bolin et fit évoluer ce dernier de manière à adopter un système de touches chromatiques. Chaque touche représente ainsi un demi-ton.
Ces dernières propositions, couplées à l'abandon progressif du jeu en bourdon et à l'évolution du clavier chromatique, firent une véritable rupture entre les instruments anciens et modernes. L'instrument s'est mis à adopter les codes de construction du violon. Enfin, plus particulièrement de l'alto et non du violon. Le système d'accordage est similaire à l'alto avec le do bourdon et le sol do la mélodique qui évoluera en do bourdon et sol ré la mélodique par la suite. Le physique se rapproche plus du violon avec, par exemple, l'abandon des ouïes sous forme de rond ou Hauksegen et l'adoption des ouïes en F caractéristique des instruments du quatuor à cordes. Avec ses 16 cordes comprenant 12 cordes sympathiques, une bourdon et 3 cordes mélodiques, son clavier chromatique et son physique d'alto, le nickel harpa moderne chromatique se rapproche plus d'un nouvel instrument que d'une évolution. Il ouvre ainsi un nouvel éventail de possibilités. Eric Sahlström, qui a été un grand joueur de nickel harpa, a eu une énorme influence sur le renouveau de l'instrument, grâce à son jeu, ses compositions, ses recherches et ses constructions. À Tobo, dans la région d'Uppland, son nom a été donné à un institut où on enseigne le nickel harpa, l'Institut national d'Eric Sahlström. Il a été particulièrement actif dans les années 70 en enseignant l'instrument à d'autres personnes qui ont eux-mêmes répandu cet apprentissage en rentrant dans leur pays. Actuellement, nous avons en Suède environ 25 000 joueurs de nickel harpa, tous modèles confondus. Le modèle d'Eric Sahlström est le plus répandu avec 10 000 Suédois le pratiquant. Fin des années 60, début des années 70, Tord Johansson équipa le nickel harpa d'une 4e rangée de clés pour la corde bourdon de Do, la seule rescapée de l'époque médiévale, le transformant ainsi en corde mélodique. Ce nickel harpa chromatique sans bourdon à 4 rangées avec 4 cordes mélodiques Do, Sol, Ré, La et 12 cordes sympathiques est le modèle le plus répandu en France. En Suède, il est très peu utilisé car considéré un peu comme un sacrilège par nos amis suédois. Vous pensez que nous sommes arrivés au bout de son histoire? Eh bien malheureusement, ou heureusement, non. Comme vous pouvez le voir, c'est un instrument qui n'a pas cessé d'être adapté et d'évoluer selon les nouvelles modes et les avancées technologiques. De ce fait, nous avons encore le modèle du nickel harpa sans bourdon à 4 cordes avec le ténor harpa accordé en sol, ré, la, mi, mais une octave en dessous du violon, le cello ou l'octave harpa en do, sol, ré, la à la hauteur d'un violoncelle. Il y a également des instruments avec le clavier placé au-dessus, d'autres avec les rangées inversées allant du plus aigu à la plus grave. Ou encore bien sûr les instruments à 5 cordes comme le mien qui possède une corde de Do en bourdon et Sol, Ré, La, Mi en mélodique comme le violon. Bref, comme vous pouvez le constater, la classification de cet instrument reste laborieuse. Elle est en constante évolution car de nouveaux modèles sont encore inventés de nos jours. Gunnar Hallbäck et Gunnar Fredelius ont proposé une classification récente en se basant sur les travaux de Jan Ling, professeur de musicologie à l'université de Gothenburg, avec son œuvre Nickelarpan Nu Ogda. Il propose de classer l'instrument selon s'ils utilisent des bourdons, des cordes sympathiques, une ou plusieurs rangées de clés, 1, 2, 3, 4 cordes mélodiques, etc. Actuellement, plusieurs luthiers en Suède, France, Allemagne ou encore États-Unis proposent la fabrication et la vente de nickel harpa.
Par exemple, j'ai commandé le mien directement en Suède, chez le luthier Einar Magnusson. En France, nous avons Jean-Claude Condy à Mirecourt qui est un peu la référence française et qui propose aussi en location. Nous avons également Annette Ossan qui est basée à Dole dans le Jura ou Jacques Fuchs en Alsace. C'est un instrument qui est ouvert à tout style. Il peut jouer du répertoire traditionnel folklorique, suédois, irlandais, du médiéval, du baroque, du classique, du jazz, du rock, bref, ce n'est pas limité. Il y a tous les ans des rencontres de joueurs de nickel harpa organisées dans différents pays, ainsi que des stages et des concerts. Nous avons plusieurs groupes et artistes qui pratiquent le nickel harpa, comme le groupe suédois de musique folklorique d'Uppsala, Väsen, avec Olof Johansson. Côté français, nous avons le duo Octentrion avec Éléonore Billy au nickel harpa et Gaëlic Chambrier aux instruments à cordes pincées. Les Compagnons du Gras Jambon avec Florian Baudrin au nickel. Skald, un groupe musical puisant ses inspirations dans la mythologie nordique. Et d'ailleurs, le 26 avril 2020, jour de sortie de cette vidéo, c'est la toute première journée mondiale du nickel harpa. Alors, bonne World Nickel Harpa Day! Personnellement, j'ai découvert cet instrument quand j'ai réalisé ma vidéo sur la vielle à roue. Bon, j'avais aussi entendu parler 10 ans avant sur un forum de violon, mais j'avais pas vraiment réalisé les capacités de l'instrument à cette époque-là. J'en suis un peu tombée amoureuse et je pense que vous l'avez un peu vu sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous prépare quelques petites surprises sur la chaîne avec cet instrument. Restez bien attentifs. Au niveau de l'apprentissage, même si je suis un peu biaisée parce que j'étais déjà instrumentiste à cordes frottées, il n'est pas si compliqué qu'il en a l'air. Je l'ai assez rapidement pris en main et au moment de ce tournage, cela fait environ 3 mois, 4 mois que je le pratique. Donc je ne peux que vous conseiller un truc si vous hésitez, foncez! Bref, le nickel harpa est un instrument qui vit et évolue énormément et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Sa popularité est en hausse depuis ces dernières années et il commence à se faire connaître de plus en plus. Il est un véritable exemple de l'évolution des instruments suivant les dernières découvertes technologiques et modes musicales. Et je pense sincèrement qu'il a encore de belles années devant lui. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cet épisode et tout particulièrement mon professeur de nickel harpa, Éléonore Billy. Je vous laisse là-dessus et en attendant un prochain épisode, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.